La démocratie s'arrête là où commence l'intérêt de l'État. C'est Charles Pasqua qui a prononcé cette phrase terrible et cynique à l'occasion de je ne sais plus quelle affaire. Et elle m'est aussitôt revenue à l'esprit lors de mon dernier entretien avec M. X, car elle illustre parfaitement l'histoire qu'il m'a racontée. Une histoire où d'ailleurs Charles Pasqua a joué un rôle non négligeable en tant que ministre de l'Intérieur. Mais cette phrase aurait eu le même sens si nous avions parlé de l'affaire Pen Barka, du Rainbow Warrior ou du faux vrai passeport d'un certain Yves Chalier. Encore un mot avant d'aborder ce dossier. Rarement comme cette semaine, je n'ai vu mon interlocuteur aussi tendu et révolté. Je croyais pourtant que cet homme qui a fréquenté toute sa vie services secrets et autres officines occultes, était revenu de tout. Eh bien non. Sa capacité d'indignation demeure. Monsieur X n'a pas fini de me surprendre. 1987. C'est l'époque de la première cohabitation. Un avocat français d'origine algérienne est abattu dans le hall de son immeuble parisien. Il s'appelle Ali André Messili. Et il se bat depuis des années pour la défense des droits de l'homme et la démocratisation de l'Algérie. Un sujet malheureusement toujours très contemporain. Presque aussitôt après cet assassinat, les services secrets algériens sont montrés du doigt. Alger, bien sûr, nie. Et l'enquête se traîne. Mais 2 mois plus tard, un voyou algérien et sa compagne sont interpellés par la police. Leur lien avec la redoutable sécurité militaire algérienne sont établis. Les enquêteurs sont persuadés qu'ils tiennent les coupables. Mais très vite, le couple est expulsé vers l'Algérie en urgence absolue. C'est Robert Pandreau, ministre de la Sécurité, qui a pris la décision. Naturellement, on ne reverra jamais les suspects en France. Et comme dirait Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur au moment des faits, la démocratie doit s'incliner devant la raison d'État. La démocratie, mais surtout la justice, car l'affaire ne sera jamais résolue, officiellement en tout cas. Pourtant, la femme de Messili, ses amis aussi, n'ont pas ménagé leurs efforts pour que justice soit faite. Mais il faut croire que des intérêts supérieurs s'y opposaient. En avril 1988, Annie Messili, la veuve de l'avocat assassiné, publie une tribune libre dans le quotidien Libération sous le titre la deuxième mise à mort de Messili. Je la cite. Fallait-il que la possibilité d'une alternative démocratique fît peur pour qu'Alger dépêchât un tueur un soir d'avril 1987? Fallait-il que l'État algérien fût assuré du soutien de la France et de sa complaisance pour oser violer la souveraineté nationale et accomplir cet acte barbare sur le sol français? Fallait-il enfin être aveuglé pour refuser de voir que cet assassinat portait en lui l'horreur et la barbarie qui depuis sont advenus? Dans un instant, la version de Monsieur X. Je préfère vous le dire tout de suite, je n'ai pas suivi personnellement cette affaire Messili. Mais dans les services, nous savions très bien qui était cet avocat. Non, il était surveillé. Bon, écoutez, je vais être franc. Dans les affaires algériennes, nous avons toujours eu une attitude tordue. À cause de la colonisation, j'ai bien sûr. Ouais. 130 ans d'intimité, ça laisse des traces. J'ajoute que de l'autre côté... Du côté algérien, vous voulez dire? Oui, donc de l'autre côté, on n'était pas moins tordu. Ah, expliquez-moi. Les Algériens se considéraient un peu chez eux en France. Et surtout, ils disposaient d'une puissante amicale regroupant une majorité d'immigrés. Amicale qui était directement téléguidée par Alger. Enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, nous avions encore beaucoup d'intérêts communs. Les intérêts économiques? Naturellement, mais pas seulement. À chaque fois que nous avions des difficultés au Proche-Orient, par exemple, Alger était mis à contribution et priait de s'entremettre. Dans les affaires d'otages. En particulier. Ce qui signifie que nos services spéciaux se connaissaient très bien et coopéraient à l'occasion. Donc l'avocat et opposant Messili était bien connu de vos services, comme on dit. Oui, tout à fait, d'autant qu'autrefois, lui aussi, il avait fait partie de la famille. De la famille, ça, expliquez-moi. Bien, à l'époque de la guerre d'Algérie, Messili a une 20aine d'années. Il va être mobilisé dans l'armée française, partisan de l'indépendance, il doit choisir. Ou bien il prend le maquis, ou alors il s'exile. C'est la deuxième solution qu'il prend, et il passe en Italie. Et de là, il rejoint l'armée des frontières. L'armée des frontières, c'est l'armée du GPRA qui était regroupée en Tunisie. Oui, là, le jeune étudiant en droit est très vite remarqué.
Et il est incorporé dans un organisme qui s'intitule le ministère de l'Armement et des Liaisons Générales, qui est en fait le service de renseignement du gouvernement provisoire algérien. En fait, donc c'était un collègue, en Si on peut dire. Ouais. L'indépendance arrive, et avec elle, les premières bagarres avec le pouvoir. Vous voulez parler, ça, des événements de l'été 62 Exactement. en Algérie, hein. Bon, je résume. D'un côté, il y a l'état-major général avec Ben Bella et Kider. De l'autre, il y a le bureau politique du GPRA avec en particulier Boudiaf et Krim Belkacem. Et le sang va couler. La confrontation est même tellement grave que le peuple d'Alger descend dans la rue en criant « 7 ans, ça suffit ». Mais c'est vrai qu'on a un peu oublié tous ces événements. Ouais. Et Messili, alors, il est dans tout ça. Et il ne supporte pas ces luttes fratricides et refuse d'y participer. Et il déserte. Et un peu plus tard, comprenant que c'est l'armée qui a en réalité pris le pouvoir, elle ne l'a toujours pas quitté, entre parenthèses, Ali Messili rejoint Haït Ahmed qui résiste au pouvoir dans son fief, Kabyle. Mais en 1964, le jeune homme est arrêté. Et il parvient miraculeusement à s'enfuir en France. Et quelle est alors sa situation vis-à-vis de la France? Ali André Messili naît de parents naturalisés français, donc français. Chez nous, il termine ses études de droit et devient avocat. Et il rompt avec ses anciennes activités? Si vous voulez parler du renseignement, oui. Par contre, Messili ne renonce pas à s'occuper de politique algérienne. Même en exil? Vous savez, l'exil, c'est le lot de tous les opposants au régime. Et justement, il est resté très proche d'Haït Ahmed, qui a lui-même trouvé refuge en Suisse après s'être évadé. Une parenthèse, avant de revenir à ses activités politiques, Messili a fondé une association qui vient en aide aux pauvres et aux démunis. Et cet homme juste ne refuse jamais de plaider pour un type en difficulté, gratuitement souvent. On dirait que vous avez la sympathie pour Messili, hein? Je ne le connaissais pas personnellement, mais c'est vrai qu'on ne pouvait avoir que de l'admiration pour un personnage semblable. Et c'est pour cette raison que la simple évocation de cette affaire me met encore aujourd'hui en colère. Je croyais pourtant que vous en aviez suffisamment vu tout au long de votre carrière. Bon, c'est vrai que j'ai eu connaissance de pas mal de saloperies et que parfois j'ai dû moi-même me salir les mains, mais là on a dépassé toutes les bornes. Tenez, même l'affaire Ben Barka s'est terminée par un procès. Tandis que pour Messili, rien. Rien, sinon le mépris. Ouais. Alors revenons sur ses activités politiques, car j'imagine qu'elle doit avoir forcément un rapport avec son assassinat. Évidemment, Messili se bat pour une Algérie démocratique. Et son ambition est de parvenir à fédérer les opposants au régime de Chadli. Et en 1986... Un an avant sa mort. Donc, oui, oui, il réussit une sorte d'exploit. La réconciliation entre deux exilés prestigieux, Ben Bella et Haït Ahmed. C'est d'autant plus méritoire que les deux hommes se sont longtemps combattus et qu'ils ont des idées parfaitement divergentes. Haït Ahmed est un laïc, lui. Hein. Oui, tandis que Ben Bella est déjà tenté par l'islamisme. Mais Messili a su convaincre les deux leaders que seule l'union de l'opposition permettra de venir à bout d'un régime antidémocratique et corrompu. Et pour sceller cette réconciliation, l'avocat prend la direction d'un journal, Libre Algérie, où pourront s'exprimer tous les opposants. Est-ce qu'on sait comment on réagit à Alger à ce moment-là? On fait la grimace. Autrefois, à l'ère boumédienne, on envoyait des tueurs pour se débarrasser des opposants isolés. Aujourd'hui, il paraît plus difficile d'éliminer tous ces gens unis. Mais c'est Messili qui cristallise la haine du régime algérien. Pourquoi? Parce qu'il est le vrai responsable de cette unification? Incontestablement, mais aussi parce qu'on le soupçonne d'avoir un réseau d'informateurs au sein même de la nomenclature algérienne. Et sans déflorer la suite de mon récit, je peux vous dire que c'est là l'un des secrets de l'affaire Messili. Donc à Alger, si je vous suis bien, on décide de liquider physiquement l'avocat? Pas tout de suite. Pour le faire taire, les gens de la sécurité militaire algérienne utilisent d'abord la menace. De quelle façon? Classique. Les coups de téléphone se multiplient à son cabinet. Le correspondant est toujours anonyme, mais le message, lui, est clair. Si Messili ne renonce pas à son activité politique, il sera abattu. Réaction de l'avocat? André Messili n'est pas homme à céder. Mais pourtant, est-ce qu'il prend au sérieux ces menaces? Naturellement, il est bien placé pour savoir que ses adversaires sont redoutables. Donc il prend des précautions. Lorsqu'il se déplace dans Paris, il est vigilant. À plusieurs reprises, il a eu l'impression qu'on le filait et il envisage de recruter 2 gardes du corps, des militants de son mouvement. L'un d'eux est un colosse, Khaled Dabal. Qui est celui-là? Un militant benbelliste. L'avocat a assuré sa défense lorsqu'il a été inculpé par la justice française à cause de ses activités politiques. Et justement, Dabal va bientôt sortir de prison. Malheureusement, ce sera trop tard pour Messili. Les tueurs vont frapper avant. Le journaliste et écrivain Michel Naudy a consacré un livre très documenté à l'affaire Messili, intitulé « Un crime d'État ». État étant écrit avec un S et désignant bien sûr l'Algérie et la France. Livre paru chez Albin Michel. Naudy écrit, je le cite, «
Face aux menaces qui se précisent, André Messilli, qui plus que d'habitude mesure le danger, commence à prendre des précautions. Une première fois dans un restaurant de Marseille, où il retrouve en mars quelques amis, il pose ouvertement le problème de sa sécurité. Les coups de téléphone anonymes se multiplient, il faut réagir. D'autant que ses fonctions politiques l'accaparent de plus en plus au détriment des affaires du cabinet. En quelques jours, 2 décisions sont arrêtées. Messilli va progressivement prendre de la distance avec son métier. Il contacte à cet effet une de ses consoeurs pour entamer un processus d'association. La deuxième décision est plus longue à mettre en place. 2 adhérents du MDA, il s'agit du mouvement de Ben Bella, vont être affectés à la protection rapprochée de l'avocat. Monsieur X nous l'a dit, l'un de ces 2 hommes s'appelle Khaled Darbal. Il est encore en prison et quand il sera libéré, Messilli aura déjà été assassiné. Nodi précise ailleurs que dans la semaine qui a précédé sa mort, l'avocat semblait déprimé. Préoccupé, il sentait le danger et n'arrivait plus à se concentrer sur son travail. Quelques jours plus tôt, sa secrétaire a découvert un message sur le répondeur du cabinet. Fin mars, ce sera fini pour toi. Le 7 avril 1987 semble un jour comme les autres pour André Messilli. Le matin, en compagnie de sa femme, il accompagne ses 2 jeunes enfants à l'école. Puis il se rend à son cabinet, boulevard Saint-Germain, près du carrefour de l'Odéon. Beaucoup de clients l'attendent. Des sans-papiers, comme on dirait aujourd'hui, mais aussi des politiques, des familles de détenus en Algérie ou en Iran, par exemple. Donc la routine pour lui, quoi. À l'heure du déjeuner, il se rend dans une brasserie voisine et en profite pour rencontrer des militants du mouvement Darit Ramet. L'après-midi, il plaide et regagne son cabinet. De nombreux rendez-vous l'attendent encore. Mais pour rien qui puisse l'inquiéter particulièrement. Si. Dans la soirée, le téléphone sonne et c'est un nouvel anonyme et menaçant. Mais si vous me racontez l'emploi du temps de Messilli ce 7 avril, c'est que c'est ce jour-là qu'on va l'assassiner, n'est-ce pas? Bien sûr. Ouais. Alors, que signifie ce coup de téléphone qui peut rendre Messilli encore plus méfiant? Écoutez, je ne le sais pas exactement. Enfin, on peut supposer que les tueurs étaient, eux, aux aguets et qu'ils voulaient simplement s'assurer de la présence de l'avocat à son cabinet. Mais ce n'est qu'une hypothèse, car j'ai aussi pensé à autre chose. Racontez. Messilli pouvait avoir aussi de bons amis très bien informés qui étaient dans l'impossibilité de se découvrir et qui voulaient simplement l'avertir des menaces qui pesaient sur sa vie. Et ces gens bien informés, là, il s'agirait de ces informateurs très bien placés dans la nomenclatura algérienne? C'est possible, mais je continue. Messilli se dispose à rentrer chez lui, dans le haut du boulevard Saint-Michel, lorsqu'une visiteuse se présente. C'est une amie et une cliente, Christine. L'avocat a oublié qu'ils avaient rendez-vous. Et il la reçoit quand même? Tout à fait. Et après avoir bavardé quelques instants, ils vont prendre un verre dans un café du quartier. Il est alors quelle heure? Bientôt 22 heures, et il fait nuit. Et Messilli a prévenu son épouse qu'il serait en retard, j'ai vu. Bien évidemment. Et d'ailleurs, après ce verre, Messilli décide de rentrer. Christine propose de l'accompagner jusqu'au pied de son immeuble. Et ils vont marcher? Oui, ça représente une petite balade d'1 quart d'heure, 20 minutes environ. C'est pas très prudent quand même pour un homme qui se sent menacé. Parce qu'il fait nuit, hein. C'est bien ce que vous m'avez dit. C'est exact. Mais l'avocat doit penser qu'on n'osera pas l'attaquer dans un quartier aussi fréquenté. Ouais, encore que le soir, le haut du boulevard Saint-Michel à hauteur du Luxembourg, c'est pas très passant. Hein. Oui, enfin, vous savez, quand on vit sous une menace permanente, il y a des moments où on a envie de défier les événements. Et donc de défier la mort. Peut-être. On dirait que ça vous est déjà arrivé? Quelquefois, oui, mais bon, écoutez, cessons de parler de moi, s'il vous plaît. Comme vous voudrez. Donc l'avocat et son ami remontent le boulevard Saint-Michel. Et il continue à bavarder tranquillement. Rien de suspect? Jusque devant le domicile de Messilli, non. Et devant le domicile de Messilli? Les 2 amis se disent au revoir et se séparent. Christine s'apprête à traverser le boulevard pour gagner l'arrêt d'autobus. Et soudain, elle se retourne. Et pourquoi? Encore une fois, je n'en sais rien. Une intuition, peut-être. L'intuition d'une présence. Et que voit-elle en se retournant? Un homme, parapluie à la main, qui s'engouffre dans la porte de l'immeuble juste derrière l'avocat. Et que pense-t-elle à ce moment-là? Elle doit se dire que l'homme a oublié sa clé et profite du passage de Messilli pour entrer dans le bâtiment. Donc elle ne s'inquiète pas? Non. Et que se passe-t-il ensuite, hein? La jeune femme reprend sa marche et presque aussitôt elle entend un bruit étrange. Et quoi exactement? Quel genre de bruit? Comme un bruit de verre brisé. Et que fait-elle? Intriguée, elle fait demi-tour. Et là, elle voit l'homme au parapluie sortir calmement de l'immeuble. L'individu, sans se presser, passe devant elle, lui sourit et prend la direction de la rue Soufflot. Donc il descend le boulevard, hein? Oui. Mais Christine, je vous l'ai dit, est intriguée. Pourquoi cet homme est-il ressorti de l'immeuble aussitôt après y être entré? Et ce bruit de verre cassé. Donc elle essaie de comprendre ce qui s'est passé. Oui, elle regarde à l'intérieur du hall.
La porte d'entrée est en effet vitrée dans sa partie supérieure. Et c'est là qu'elle découvre un corps appuyé contre la porte de la loge de la concierge. Le corps de Messilly. Bien sûr. L'avocat, en tombant, a brisé la fenêtre de la loge. D'où le bruit. Oui. Christine tambourine à la porte, la concierge ouvre. La jeune femme se précipite, mais elle ne peut que constater que son ami est mort. Vraisemblablement tué par une arme à feu. L'autopsie le confirmera, André Messilly a reçu 3 balles de 7,65 dans la tête. Donc le témoignage de cette Christine va être capital parce que l'homme au parapluie est sans nul doute l'assassin. Évidemment. Et la jeune femme va donner une description très précise de cet individu qu'elle a vu à 2 reprises. Un type d'une trentaine d'années, plutôt beau gosse, type européen, cheveux courts et châtains, mesurant à peu près 1,70 m. À noter que ce témoignage va être aussitôt corroboré par un autre. De quoi quel témoignage? C'est un chauffeur de taxi. Il a lu dans le journal un article sur la mort de l'avocat et il a fait le rapport avec un client qu'il a chargé le soir de l'assassinat en bas du boulevard Saint-Michel, à peu près une demi-heure après les faits, et qu'il a déposé rue du Faubourg du Temple. Et ça colle avec la description faite par Christine? Tout à fait. Il dit même que le type qui semblait surexcité n'a pas arrêté de parler pendant tout le trajet. Et il a parlé de quoi? De femmes. De femmes arabes, plus précisément, pour qui l'homme semblait avoir une inclinaison certaine. Et la police, alors? La police, que pense-t-elle? Elle cherche, dans la vie professionnelle de l'avocat. Mais la veuve, les amis politiques de Messilly accusent unanimement les services algériens d'être les commanditaires de l'assassinat. Son ami, Haït Ahmed, affirme même avec une certaine prescience, ils ont dû prendre n'importe quel Mac. Mais autant vous le dire tout de suite, les enquêteurs ne font pas de zèle. Pourquoi? Ils ont des ordres, ces enquêteurs? Ça me paraît évident, ils ne sont pas naïfs. Et eux aussi soupçonnent les services algériens. Mais en haut lieu, on ne souhaite pas envenimer les rapports avec l'Algérie. Or, justement, ces relations, après avoir connu des hauts et des bas, sont redevenues très bonnes. Par conséquent, on en fait le moins possible. C'est à peu près ça, oui. Seulement, dans l'ombre, il y a des gens qui veulent faire éclater la vérité. Et qui, toujours les mêmes, les amis clandestins de Messilly en Algérie? Ceux-là, oui. Et ils vont essayer de troubler ce jeu de la connivence qui existe entre Alger et Paris, d'une façon très habile. Le 15 avril 1987, une semaine après l'assassinat d'André Messilly, le Canard enchaîné écrit: à Matignon, au Quai d'Orsay et à l'intérieur, chacun tient les services secrets d'Alger pour responsables de l'exécution. Les excellentes relations actuelles entre Mitterrand et Chadli, ou entre Pasqua Pandro et leurs homologues algériens, n'empêchent pas les soupçons. Mais pas de vague. Il ne faut surtout pas contrarier Alger. Michel Naudy, déjà cité, écrit que la préfecture de police a par exemple interdit aux amis de Messilly d'accompagner sa dépouille de l'Institut médico-légal jusqu'au cimetière du Père-Lachaise. Messilly, après avoir été un avocat incommode, serait-il devenu un cadavre encombrant? Demande Naudy, et il poursuit. Le fait est que l'enquête n'avance pas. Un comité de défense se constitue et constate le 17 juin que rien n'est fait pour faire la lumière dans le dossier. Henri Leclerc, il s'agit de l'avocat de la famille Messilly, estime que la police, n'ayant rien trouvé dans l'entourage ou dans les dossiers de l'avocat, est restée l'arme au pied et que le juge d'instruction ne dirige pas cette enquête. Mais retrouvons M. X pour la dernière partie de cet entretien. Il m'a annoncé l'intervention des mystérieux amis algériens haut placés de l'avocat. Lorsque la police traîne des pieds, il faut parfois la stimuler. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, on peut lui lâcher un petit tuyau par-ci, par-là, histoire de la remettre dans le droit chemin. Et c'est ce qui va se passer dans l'affaire Messilly? Oui, une première fois. Un peu plus d'un mois après l'assassinat de Messilly, un inspecteur de la mondaine recueille un tuyau providentiel. André Messilly aurait été tué sur contrat par un certain Malek. Obligeamment, on fournit aux policiers le numéro de téléphone de ce type et on ajoute même que cet individu qui aurait un casier judiciaire chargé vivrait avec une femme d'origine maghrébine. Ouais. Et quand vous dites on, de qui s'agit-il? Un de ces indicateurs de ce policier, bien sûr. Ah bon. Un homme qui, à l'évidence, à lui-même était bien informé. Et dans le dessein de faire parvenir ces tuyaux à votre policier de la mondaine? Exactement. Et le commanditaire, alors? Sans surprise, l'indique dit que c'est un responsable des services spéciaux algériens. Avec des détails aussi précis, ça peut être très difficile d'identifier ce Malek. Hein. C'est évident. Et l'affiche qui sort des sommiers de la préfecture de police correspond à celle d'un repris de justice, un nommé Malek Amelou. Quel est son pédigré? Ce Kabyle, âgé d'une trentaine d'années, a accumulé vol, escroquerie, proxénétisme, détention d'armes et j'en passe. Sa concubine, Fatna, a eu aussi affaire à la justice. Et tous deux vivent dans le 10e arrondissement, près de la gare de l'Est, donc pas loin de l'endroit où le chauffeur de taxi a déposé son client bavard. Donc les policiers s'y précipitent. Hein. Oui, mais ils trouvent porte close. Ah,
Le couple s'est enfui? La boîte aux lettres bourrée de courriers atteste en tout cas qu'ils sont partis depuis plusieurs jours. Échec, non? Provisoire. Car un deuxième tuyau parvient à la police très peu de jours après le premier. Par le même canal? Non. Un inspecteur qui, comme le premier, n'a rien à voir avec l'affaire Messili, reçoit lui aussi un tuyau. Le tuyau dont rêve tout policier. Tout y est. Les noms, les lieux, le montant du contrat. C'est extraordinaire. Et vous ne croyez pas au hasard? Bien entendu, je sais que dans le milieu, contrairement à ce qu'on prétend, il n'existe aucun code de l'honneur et qu'on bavarde à tort et à travers. Il y a quand même des limites. Et là, elles sont franchement dépassées tant les précisions sont accablantes. Racontez ça, ces précisions. Une confirmation. L'assassin est bien le dénommé Malek. Il a agi de conserve avec un certain Sami. 2 hauts personnages algériens. Leurs noms et leurs fonctions sont donnés. Ont proposé 800 000 francs pour exécuter le contrat. Le mystérieux informateur est même capable d'indiquer dans quel restaurant la négociation a eu lieu. Ces précisions sont en effet étonnantes. Mais c'est pas fini. Parce qu'on n'a pas envie que les policiers s'égarent. Donc, on leur donne en prime des informations de première importance, et en particulier le signalement de Malek, de Sami et des 2 hauts responsables algériens, dont l'un est un commandant de la sécurité militaire. Pour faire bonne mesure, on ajoute que Malek, qui vit avec une danseuse nue qui se produit à Pigalle, possède 2 voitures, une Porsche et une BMW. Et on ajoute le numéro d'immatriculation des 2 voitures et même l'adresse du garage où elles sont remisées. On ne peut pas être plus coopératif. N'est-ce pas? Et j'allais oublier, on dit que Malek se trouve en Algérie, mais que sa concubine, qui se trouvait avec lui, est de retour en France. Les policiers vont donc pouvoir tendre une souricière. Oui, mais d'abord, ils vérifient le tuyau. Tout est exact. La ligne téléphonique de Fatna est aussitôt mise sur écoute, et rapidement, ça donne des résultats. D'accord. Malek appelle sa compagne depuis l'Algérie. Très mystérieusement, il lui demande de ne surtout pas fréquenter les magasins pendant la 3e semaine de juin, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire? Les policiers pensent immédiatement aux attentats qui ont ensanglanté Paris un an plus tôt, en 1986. À Alger, ce Malek a pu obtenir des informations sur la préparation de nouveaux attentats. Oui, donc il préviendrait sa compagne. Mais il y a du vrai là-dessous, là? C'est très possible. Les services algériens, qui avaient d'excellents rapports avec la plupart des mouvements terroristes et servaient d'ailleurs souvent d'intermédiaire avec les ravisseurs dans les prises d'otages, pouvaient très bien savoir quelque chose. En tout cas, ça signifiait pour les policiers français que Malek n'était pas seulement le petit truand qu'on pensait. Et ces écoutes-là, qu'apprennent-elles encore aux policiers français? Malek parle d'argent caché en Corse. L'argent du contrat? Certainement. Mais surtout, ils apprennent le retour prochain de Malek à Melou, à Paris. Et ils l'arrêtent sans difficulté quand il revient chez lui. Aussitôt, une perquisition est ordonnée à son domicile. Ça donne quelque chose? Bien, d'abord, les policiers se rendent compte que Malek vit sur un grand pied. Mais l'important, c'est le petit papier qu'ils trouvent dans son portefeuille. Un ordre de mission de la sécurité militaire algérienne. Donc le mystérieux indicateur avait raison sur tous les plans. Oui, mais Malek, placé en garde à vue, n'est guère bavard. À propos de cet ordre de mission, il raconte des bobards. Et il nie toute participation dans l'assassinat de Messili. Est-ce qu'il est confronté avec les 2 témoins, Christine, l'amie de Messili, et le chauffeur de taxi? Le chauffeur de taxi, on néglige carrément de le convoquer. Quant à Christine, il se passe quelque chose de très curieux. Lorsqu'au cours d'une séance traditionnelle de tapissage, on lui présente Malek à Melou au milieu de 4 autres hommes, elle éclate en sanglots. Ce qui veut dire, à votre avis? Sans nul doute, elle a reconnu l'homme au parapluie, l'assassin de son ami Messili, mais elle a peur. Sans doute a-t-elle été déjà menacée. Conclusion, elle hésite et n'identifie pas Amelou comme l'homme qui est entré dans l'immeuble de l'avocat et ressorti tout de suite après. Mais, attendez, est-ce que le signalement qu'elle avait donné précédemment correspondait avec le physique de ce Malek là? Tout à fait. À part une moustache toute récente, mais que Christine ait ou non reconnu Malek Amelou n'a pas beaucoup d'importance. Et pourquoi? Parce que le sort de Malek Amelou est déjà scellé. C'est-à-dire, ça? Alors que Fatna, qui a été placée en garde à vue en même temps que Malek commence à craquer, un ordre vient du ministère de l'Intérieur. L'Algérien et sa compagne sont expulsés, en urgence absolue. Le soir même, ils s'envolent pour Alger. Ouais. Ça veut dire qu'on ne veut pas qu'il parle. C'est évident. Mais on ne veut surtout pas arriver à une mise en cause de l'Algérie. Oui, mais la justice, le juge d'instruction... Bon, on s'est passé de lui demander son avis. Ah bon? Et l'affaire en est restée là? Sur le plan policier, oui. Le comparse de Malek, le dénommé Sami, qui s'appelait en réalité Nénouche, était parti en Algérie depuis belle lurette. Quant aux autres hommes qui avaient été plus ou moins mêlés à l'affaire, ils n'ont jamais été réellement inquiétés. Silence, donc. Silence et falsification de la vérité, oui. J'ajoute que l'homme qui devait être le garde du corps de Messili... Ah, le colosse, là? Oui, Khaled Dabal. Il estimait avoir une dette vis-à-vis de l'avocat qu'il avait bien défendu lors de son procès. Et il s'est mis en tête de faire la lumière sur l'assassinat de Messili. Mal lui en a pris. 2 ans après Messili, il est tombé à son tour sous les balles d'un tueur. Et naturellement, on a conclu qu'il s'agissait d'un banal règlement de compte. Bon. Alors revenons
si vous le voulez bien, à ces gens haut placés qui, à Alger, d'après vous, donnaient des informations à Messilly. Ceux qui ont tout fait pour que la vérité éclate. Oui, d'accord, mais qui ont échoué quand même. C'est juste. Alors, qui était-il exactement? Oh, je ne connais pas précisément leur identité, mais je sais qu'ils se trouvaient au cœur même du système. Un système antidémocratique qu'ils voulaient abattre tout autant que Messilly. Et ces informations, alors? Ses opposants clandestins avaient révélé à l'avocat que la propre épouse du président Chadli avait la main mise sur la négociation de quelques juteux contrats internationaux. Mais il y avait aussi autre chose, et ça jette une lumière crue sur l'affaire. Ah, je vous écoute, là. Lorsqu'il a été assassiné, Messilly venait d'apprendre que des milliards d'anciens francs avaient été distribués par l'Algérie à des partis politiques européens. Européens et parmi eux des partis français, hein? Devinez. Ça explique beaucoup de choses, non? Sur ce point, je dois reconnaître que le Canard enchaîné, encore lui, a publié un article sur la pairie générale de l'ambassade d'Algérie à Paris, pairie qui aurait précédé à des versements à des partis politiques. L'informateur du journal ne pouvait être qu'un très haut fonctionnaire algérien, peut-être l'un de ces hommes qui informaient Messilly, selon M. X. Par ailleurs, il faut remarquer que Mme Messilly et les amis de son mari n'ont jamais obtenu que le dossier de l'assassinat soit rouvert. Mieux, en 1991, la veuve de l'avocat dépose une plainte pour forfaiture et attentat aux libertés. Une plainte qui vise naturellement ceux qui ont permis que Malek Hamelou et ses complices échappent à la justice. Le 27 octobre 1992, la Cour d'appel de Lyon juge la plainte irrecevable au motif qu'Annie Messilly ne saurait prétendre avoir personnellement souffert d'un préjudice causé par les infractions alléguées. Aussitôt après, le juge d'instruction prononce un non-lieu dans le dossier de l'assassinat de l'avocat. Mais le parquet général infirme ce jugement et donc le non-lieu. Un nouveau juge d'instruction est nommé. Depuis, rien. Nommé. Depuis, rien. Nommé. Depuis, rien. Nommé. Depuis,